Bonjour, bienvenue sur cet épisode premier d'une série de 3. On vous a demandé des questions, vous avez posé vos questions sur Slido, et Marion et Marjolaine que vous avez découvert dans l'épisode du 20 février. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller écouter l'épisode et vous saurez qui elles sont. On répond à vos questions, on essaye. Le titre Les experts du love et de la life, ou presque, vous comprenez que c'est assez ironique. On a des choses à dire, mais on n'est pas experte sur la question. J'aime encore beaucoup tout ce qui a été partagé. On s'était vu 5 jours avant. On avait préparé l'épisode sans s'en rendre compte, en parlant de nos vies. Vous allez l'entendre dans ces 3 épisodes. On a essayé de faire un peu plus en fonction des thématiques des questions. Et les questions qu'on traite sont écrites dans les descriptions des épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ces réflexions vont vous aider à grandir dans vos têtes. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Allez en discuter avec les gens de vos vies. C'est à ça que ça sert, ce podcast. Bonne écoute. Excellent, mesdames. Nous revoilà, mesdames, dans cet épisode, les expertes de la vie et du love, ou presque. Je suis très fière du titre parce que c'est exactement l'envie que j'ai dans cet épisode du presque. On est presque des expertes. L'expertise qu'on a, c'est la vie qui nous l'a donnée. Du coup, on va faire 3 épisodes. Un premier plutôt sur l'amitié, un deuxième plutôt sur les fréquentations et les relations et le mariage. Et le dernier, ce sera les questions qui traînent. Merci à tous d'avoir proposé vos questions. Et sans aucune transition, mais c'est une transition de dire qu'il n'y a pas de transition. Nous allons commencer la première question. Comment vivre des amitiés qui honorent Dieu ? Alors, j'ai une question. Cette question s'adresse que à des amitiés qui seraient entièrement entre chrétiens, ou est-ce que c'est toutes nos amitiés si on est chrétien, peu importe avec qui? À mon avis, on pourrait dire les mêmes critères pour les deux. Je ne sais pas si ça fera une différence. Enfin, moi, je pense que les idées de réponse que j'avais, ça marcherait, quelles que soient les croyances de vos amis, quoi. Pour toutes tes amitiés. Ok. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est une bonne question parce que si on considère qu'une amitié qui honore Dieu, c'est des amis qui prient ensemble, ça veut dire que tu as des amitiés qui ne peuvent pas honorer Dieu quand les gens ne croient pas en Dieu. Ouais, exactement. Alors que moi, il me semble qu'une amitié qui honore Dieu, c'est une amitié qui est vécue selon le caractère chrétien. Et donc, évidemment, on ne va pas aller chez le voisin, on va juste s'inquiéter de nous, quelle relation dans cette amitié. Et il me semble qu'une amitié où tu considères l'autre comme plus important que toi-même, où tu te mets à son service, où tu l'aimes, et ben on est dans tous les critères que Dieu dit comme des choses qui sont bonnes dans nos relations avec les autres. Donc moi, je prendrais tout ce que le Nouveau Testament dit sur les relations fraternelles et je l'appliquerais à l'amitié, tout simplement. Donc, considérer l'autre comme plus important, se mettre à son service, le supporter, l'aimer, enfin tout. On va pas vous refaire toutes les épîtres de Paul, mais les uns les autres, quoi. Ouais, c'est ça, tous les uns les autres. Qui se résume dans le commandement, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé, qui serait le commandement qui résume ça, et c'est un amour qui se donne, quoi. Il me semble. Je pense que c'est pas si facile que ça, parce que là, du coup, ça paraît un peu une réponse, genre c'est super facile. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, souvent, on devient ami avec quelqu'un parce que la personne nous apporte quelque chose. Donc, en fait, on arrive dans l'amitié, consciemment ou inconsciemment, dans une optique de prendre. Bon, peut-être c'est vrai pour toutes les relations, en fait. Mais je pense qu'on est un peu câblé pour prendre dans les relations et pas pour donner. Et tout d'un coup, de se retrouver dans des relations où, en fait, on donne, c'est vachement compliqué parce qu'il peut y avoir des moments dans l'amitié où tu vas donner sans rien avoir en retour. Est-ce que dans ce cas, tu dois te dire, bon, bah attends, à quoi ça sert d'être ami avec la personne si c'est toujours moi qui donne? Mais il me semble que. Donc, pour moi, c'est pas si évident que ça de se dire, OK, être une amie, c'est une amitié qui donne. Maintenant, en partie, ça pourrait être plus simple, du coup, si l'ami aussi est chrétien en face, parce que s'il fait pareil, ça roule. Ouais. Si lui, il est dans l'optique aussi de donner et pas de prendre, ça va être une amitié qui va être cool et qui va vraiment honorer Dieu, quoi. Si en face, croyante ou pas, la personne, elle veut que prendre et pas donner, ça va être un peu plus compliqué comme relation. Oui, mais pour moi, l'amitié, c'est comme l'équilibre alimentaire. On voit l'équilibre alimentaire sur une semaine ou un mois. Et c'est pas parce que tu as eu une semaine où tu as mangé n'importe quoi que tu peux dire que ton équilibre alimentaire ne va pas, parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Ouais. Et pour moi, c'est un peu ça l'amitié. C'est pas parce que
Enfin, ce que disait Marjo, si là, t'es débordé, psychiquement tu vas mal, t'as besoin d'affection et tout, ben, c'est pas équilibré à des moments, mais sur l'amitié globale, c'est équilibré. Yes. Ouais, Oui, carrément. je te rejoins complètement, Sophie. Et puis, aussi, une de ces composantes, pour moi, de ces amitiés, ce serait une amitié qui n'est pas enfermante. Quelque chose qui en découle. Et du coup, si ça t'étouffe, il faut se questionner sur le fait que ça honore Dieu. Parce que si ça t'étouffe, ça veut dire quelle place ça a pris dans ta vie pour que tu acceptes d'être étouffé par cette amitié-là, quoi. Et pour moi, c'est inclusif. Genre, c'est pas étouffant pour toi-même, mais c'est inclusif, que c'est pas exclusif. Ton amitié, elle a de la place pour d'autres personnes. Ça voudrait dire qu'une amitié fusionnelle, quoi qu'on mette derrière ce mot, ce serait pas une amitié qui honore Dieu? Ben, si ça prend trop de place, je pense qu'à un moment donné, il faut se questionner. Ouais, je suis d'accord. J'ai du mal à imaginer si fusionnel, ça verse vers codépendance, faut se questionner, je pense. Ouais, carrément. Ouais. C'est pour ça que je dis fusionnel, quoi qu'on dise derrière ce mot, parce qu'après, il y a juste des gens qui s'entendent hyper bien, puis on va les dire fusionnels. Bon, en fait, c'est juste des personnes qui préfèrent passer du temps ensemble plus qu'avec tous les autres. Mais par contre, quand ça va vers la codépendance, à mon avis, il y a en effet un truc où il faut un petit peu se demander devant Dieu si on est dans la bonne direction, quoi. Et même fusionnel sur l'instant, enfin l'amour de Dieu, c'est un amour vraiment qui a de la place, qui est si large qu'il y a de la place pour tout le monde dedans. Et une amitié qui ne laisserait pas de la place, même à un instant T, quand dans un groupe et qu'il y a deux personnes qui sont inaccessibles. Pour moi, c'est pas. Enfin, les fois où je fais ça dans ma vie, je peux noter que ce n'est pas un amour comme l'amour que Dieu il veut que j'ai pour les gens. Parce que si ça exclut d'autres, en fait, ça veut dire que tu réserves ton amour que à certaines personnes et pas aux autres. Ça dépend si on parle de réserver son amour ou, pour moi, réserver son intimité. C'est deux choses différentes. Oui, mais du coup, là, ouais, dans l'exemple qu'elle donne, c'est en public, donc c'est un peu différent. Mais oui, en effet, que tu réserves ton intimité à certaines amitiés, c'est carrément normal et c'est beaucoup plus sain. Mais c'est vrai que l'idée de, quand tu es en groupe, en fait, d'avoir deux personnes qui, en fait, elles seraient toutes les deux seules dans une pièce, ça changerait rien. Là, en effet, il y a un problème. Mais c'est peut-être pas l'amitié qui est en cause, mais plutôt la façon dont elle s'exprime quand les gens sont pas juste tous les deux seuls, quoi. Mais ça pourrait marcher aussi pour les couples, hein. Oui, mais c'est une forme d'amitié, le couple d'amitié plus plus. Et puis, ce serait une amitié qui ne nous pousse pas à compromettre, je pense, ce que l'on croit ou nos valeurs, ce qui est quand même difficile à vivre, mine de rien, parce que pour être dans le groupe ou pour rester proche, des fois, on peut avoir envie d'avoir des conversations, du gossip ou des trucs comme ça. Et enfin, je trouve que l'amitié est à la fois le lieu où tu peux construire plein de choses et qui nous construit positivement, mais c'est aussi un lieu de possible débordement pour entretenir le lien, parce que pour vivre certaines expériences, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais Ouais, si, clairement, ouais. On est capable de tout pervertir en fait. Un truc bon qui est super comme l'amitié peut partir vraiment en latte très fort parce que on est des êtres humains qui sommes très inventifs dans nos capacités de faire le mal avec le bien qui nous est donné. Donc c'est pas parce que ton amitié elle honore Dieu à un instant T que c'est bon, t'es sûr et t'as plus besoin d'être vigilant et d'interroger tes motivations et ton rapport à ton ami ou au groupe quoi. Ouais, et je pense que c'est aussi on sait pas bien entretenir les relations. Ça veut dire que, enfin, moi j'ai été prof et quand tu étais prof, tu voyais bien que si les profs voulaient, bon, j'ai un peu honte de dire qu'il y a des profs qui faisaient ça, mais si les profs voulaient créer de l'unité dans la classe, la façon la plus radicale de faire ça, c'est de trouver un bouc émissaire. Et donc, tu te moques avec la classe de l'élève qui est le bouc émissaire, et là, tu crées de l'unité en une fraction de seconde, quoi. Et c'est hyper facile. Alors que si tu veux créer un groupe classe qui se respecte, etc., ça va te demander plus de temps, plus d'efforts, de valoriser chacun, etc. Bon, là, c'est l'exemple éducation nationale. Mais dans nos amitiés, c'est aussi pareil. Des fois, on peut vouloir créer du lien un peu facilement en se moquant, en faisant du gossip ou en trouvant des ennemis communs, ennemis entre guillemets.
Et c'est facile en fait, on rigole de la même blague un peu méchante et du coup ça crée du lien et on est d'accord pour critiquer tout tel ou tel groupe de personnes et tout, et du coup ça crée du lien. Mais outre le fait que ça marche pas vraiment à long terme, ça crée pas un lien à long terme, évidemment c'est un lien qui n'honore pas Dieu, quoi. Alors que le fait d'être lié par la vulnérabilité, par la confiance qu'on se fait, eh ben c'est moins rapide en fait. Une blague un peu sarcastique, rapidos le temps d'un repas, c'est beaucoup plus facile pour créer du groupe, du lien, que le fait de se vulnérabiliser et de se faire confiance. Et on devrait vouloir entretenir nos amitiés avec la confiance, la vulnérabilité et l'authenticité, mais ça coûte. Donc on préfère, et je plaide coupable, hein, les blagues un peu sarcastiques sur des groupes de gens qu'on trouve bizarres, quoi. Et ça craint. Ça craint. Mais on peut mieux faire, si on en a conscience. Et c'est plus beau quand on fait mieux. Nos amitiés, elles sont plus belles. Et elles honorent plus Dieu, du coup. Moi, je dirais un truc par rapport au fait qu'on a des cultures familiales différentes sur nos amitiés. Et quand on veut changer à l'âge adulte de manière de concevoir les amitiés, il y a des trucs qui sont bons et justes et qui peuvent apparaître comme faux. Je sais pas, par exemple, sur la vulnérabilité, si on a notre culture familiale, c'est la vulnérabilité, c'est dangereux, c'est danger, et qu'on a envie de grandir dans la vulnérabilité, en fait, le début, ça a l'air d'être quelque chose de mal. On a l'air de se mettre en danger ou on a l'air de faire quelque chose de mal. Mais en fait, c'est le chemin de la vie. Et donc, j'allais dire au début, de toute façon, quand tu es en train de pas honorer Dieu dans tes amitiés, tu vas le sentir, mais il y a des fois, tu sens que c'est pas juste et équilibré et tu devrais pas te fier à tes sentiments. Donc, c'est important, je trouve, d'intellectualiser, d'émotionnaliser et puis de mettre tout au même niveau pour pouvoir savoir si tu es en train d'honorer Dieu ou pas, et pas juste utiliser un de tes sens, un de tes centres émotionnels, instinctifs ou quoi, parce que peut-être c'est des mauvais radars, quoi. Donc je pense qu'il y a tout qui rentre en compte dans notre manière de gérer nos amitiés, et je crois qu'on veut se donner le droit de changer d'avis sur c'est quoi une bonne amitié, une mauvaise amitié au fur et à mesure qu'on va grandir et que nos vies vont changer, évoluer. Et c'est important de continuer de se questionner intellectuellement, mais émotionnellement aussi, et tout ça, et de se donner le droit de changer d'avis et de changer de manière de vivre l'amitié au fur et à mesure de notre vie et de nos besoins, et des besoins des autres aussi. Ouais. Et c'est hyper important ce que tu dis sur la culture familiale, parce que je pense que il y a pas mal d'erreurs ou de ratés dans nos amitiés qui sont faits du fait qu'on se connaissait pas, quoi. On connaît peu. Et donc, comme on sait pas justement, ce que tu disais là, est-ce que la vulnérabilité, c'est danger? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était, on avait déjà discuté de ça ensemble, mais je disais que j'avais eu un moment waouh avec une de mes meilleures amies où on s'était rendu compte qu'on n'était pas du tout, on mettait pas du tout l'amitié au même endroit. Moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait de tout, l'authenticité, c'était hyper important. Et pour moi, quand j'étais amie vraiment avec quelqu'un, il fallait qu'on soit en authenticité, quoi. Alors que elle, avec ses parents, les discussions, c'était juste échange de faits. Et donc, quand elle échangeait des faits sur sa journée avec moi, elle estimait qu'on était en relation. Et moi, c'était frustrant parce que vraiment, je voyais pas l'intérêt, quoi, de savoir ce qui s'était passé dans sa journée au niveau des faits. J'avais envie qu'on parle des émotions et tout. Mais juste le moment où on s'est rendu compte de cet écart-là et de comprendre du coup pourquoi est-ce qu'on connaissait de la frustration chacune de nos côtés, ça nous a vachement aidé à dire, bon, moi, il va falloir que j'accepte un peu qu'on soit dans l'échange de faits des fois et qu'elle, elle fasse un effort pour pousser un peu vers l'émotionnel. Et je trouve que le fait de se connaître et de savoir quels sont nos besoins et d'être prêt à avoir conscience que la personne en face, elle n'a pas forcément les mêmes besoins et qu'il va falloir s'adapter, ça simplifie énormément les amitiés. Et c'est des amitiés où on se tire vers le haut. Et ça honore Dieu, quoi. Qu'en fait, on s'aide à se construire les uns les autres plutôt que de se tirer vers le bas. Yes. Et j'ai envie de dire que ce que tu viens de dire là pour l'amitié va être aussi méga utile dans le couple, je trouve. C'est clair. Nice, excellent. Et question suivante. On rentre dans le vif de la communication dans l'amitié. Si quelqu'un s'intéresse à toi et que ce n'est pas réciproque, voire que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, est-ce sage? Pourquoi j'ai parlé avec l'accent du Sud? Je sais pas. Je vais recommencer la question. Est-ce sage? Est-ce sage? Je sais pas qui a écrit cette question, mais dans ma tête, la personne a l'accent du Sud. C'est un Marseillais, voilà.
Si quelqu'un s'intéresse à toi et que ce n'est pas réciproque, voire tu t'intéresses à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est sage ou pas de vouloir garder l'amitié? Bah, moi, je dirais non, hein. Enfin, je dirais après ça encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle amitié. Ça dépend si c'est juste, du potinage avec un groupe de personnes ou si c'est une relation, où tu passes du temps seul à seul avec la personne. Si c'est vraiment une amitié où genre vous vous vulnérabilisiez, machin, machin, moi je pense que respecter la personne, c'est lui laisser, l'occasion de faire son deuil, quoi et donc prendre du recul. Après ça n'empêche pas de faire des soirées encore à plusieurs et puis la personne elle est adulte, quoi. Si un jour, à un moment donné, elle se dit, «En fait, j'ai besoin de pas la voir» et ben elle arrêtera de venir à ces soirées-là et tu vois? Je ne sais pas si c'est à la personne qui est pas intéressée, qui doit décider de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est la personne qui est intéressée qui doit décider. Bah, un peu quand même. Parce que je pense que pour la personne qui est intéressée, si la personne est vraiment intéressée, vraiment amoureuse, c'est très dur de renoncer à cette relation-là ou à cette proximité-là. Éventuellement, enfin, je pense que c'est aux deux d'y réfléchir, mais moi j'ai vu beaucoup de personnes, euh, des gars ou des filles, conserver cette relation-là parce que quand même c'est sympa quand on nous aime bien et c'est une façon de, même si on n'en veut pas, de conserver ce petit truc qui nous flatte un petit peu notre ego. Enfin, et là, quelque part, on n'est plus dans le don de soi, on est dans j'ai encore des choses à prendre dans cette amitié, j'ai envie de les prendre. Cette amitié, elle me fait du bien. En plus, c'est pas trop désagréable qu'un tel me kiffe, et du coup, j'entretiens. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment une. Il faut vraiment sonder son cœur aussi dans ses intentions par rapport à ça. Et que forcément, je trouve que si on garde la même relation avec la personne, sans rien bouger, je dis pas qu'il faut, je pense que je te rejoins Marion, tu peux continuer à avoir des lieux communs avec d'autres gens, mais je pense qu'il faut bien sonder son cœur si on n'a rien envie de changer à cette amitié-là. Pourquoi? Quel est le motif du fait de rien changer, quoi? Ouais et c'est important ce que tu dis parce que ça rejoint le truc de dire, «Je considère l'autre comme plus important que moi». Donc en gros, la question, c'est pas de dire: «Oui, mais bon, cette amitié, elle me fait du bien». Oui, mais bon, en fait, c'est enfin, pense à l'autre, quoi. Je pense que c'est ça qui est vachement difficile, c'est que dans les relations, en fait, dans la vie de manière générale, on est tout le temps en train de penser à nous, et que la Bible demande un truc complètement radical en disant: «C'est l'intérêt de l'autre avant». Et là, dans cette question-là, c'est de dire, bah, la personne, elle est intéressée, toi, tu l'es pas. C'est quoi son intérêt à lui, quoi? Plutôt que de penser, toi, oui, mais il veut pas renoncer à cette amitié, machin, machin. En fait, on parle pas de toi, là. Est-ce que tu peux te décentrer 2 secondes et te concentrer sur la personne en face et te dire ce qui est bon pour elle? Mais c'est juste. Enfin, moi, je pense que on a parlé vachement de ce sujet-là avec les étudiants du GBU la dernière semaine parce qu'on a fait une soirée sur la question et donc ça a entraîné moult discussions. Et ils ont été tous hyper honnêtes et ça m'a vraiment frappée. Mais je me rends compte que quand même on est quand même une grosse bande d'égoïstes, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde, hein. Non, mais c'est complètement ouf, en fait, sur ces questions-là. Tu as beau savoir que c'est pas juste, et ben, le fait que ça te fasse du bien, limite, ça légitime, tout, quoi, tu vois? On est quand même une grosse bande d'égoïstes. C'est assez, terrifiant, mais bon. Mais moi, je me mets même dans la place de la personne qui est intéressée par l'autre. Si, enfin, ça peut être aussi de l'égoïsme de dire je continue la relation comme avant, même si j'ai dit que j'étais intéressée et que l'autre ne l'est pas. Est-ce que vraiment, enfin, je sais pas, je pense soit tu fuis et du coup c'est pas la team tu fuis, salut, c'est pas vraiment bon non plus parce que je pense qu'il y a quelque chose dans la persévérance et dans la vulnérabilité respectueuse de toi-même qui est intéressante. Tu peux pas tout le temps fuir, quoi. Et il y a quelque chose dans ne pas fuir du tout et ne pas donner du tout d'espace où c'est pas bon non plus. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il y a peut-être un temps pour tout. Il y a un temps pour s'éloigner au début ou pour communiquer un peu au début et puis après s'éloigner. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça peut pas rester exactement pareil. Mais je veux dire, là, j'entends que vous dites il faut fuir, il faut se séparer. Et moi, qui fais ça, et qui suis un peu une experte, je me dis, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai fui, quoi, Faut sur pas moi-même. fuir. C'est peut-être égoïste. Je sais pas. Ouais, je suis pas sûre qu'il faut fuir. Je suis pas sûre que moi j'aurais mis le mot fuir, mais je pense que en tout cas, il faut rediscuter des paramètres de cette amitié-là, et je pense qu'il faut envisager de, pendant un temps, prendre un temps de recul. Mais un temps de recul, c'est pas forcément de la fuite. Et moi, je pense que ça gagne à être exprimé, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et c'est pas
Non, mais et pour moi, c'était pas l'idée. Il y a des fois des situations où peut-être il faudra plus se voir pendant un temps. Il y a des fois où ce sera même pas vraiment utile. Après, moi, je suis assez, bon, vous commencez à me connaître, mais moi, je suis assez vraiment dans la team, en fait, on n'est pas victime de nos sentiments, quoi. Ça veut dire que tu es dans une certaine mesure, il y a des fois où tu te noies dans tes sentiments, mais dans une certaine mesure, tu peux aussi choisir de dire: «OK, j'accepte que cette personne, elle est pas pour moi. Elle m'a dit non, donc je crois qu'elle est pas pour moi et j'arrête d'entretenir le truc» et de je veux dire, moi, les fois où c'est arrivé, j'ai continué à être amie avec la personne, il y a eu une phase un petit peu compliquée, mais après en tant que personne intéressée qui s'est fait mettre un stop, tu peux en fait changer de regard sur la personne. Je veux dire, c'est pas, euh, t'es pas, enfin, des fois, on a un peu cette image-là de la personne qui est amoureuse et c'est pas de sa faute. Elle aimerait bien arrêter d'être amoureuse, mais elle en peut plus dès que la personne lève un petit doigt ou ses sourcils. Mais en fait, enfin, on n'est pas victime, hein. Enfin, on n'est pas censé être victime de notre désir et de nos sentiments. On a, en partie, pas complètement, mais on a en partie un certain contrôle de si on alimente ou pas. Et je pense qu'en tant que personne intéressée, tu peux aussi choisir d'arrêter les choses dans l'amitié où tu sais que ça c'est trop vulnérabilisant pour toi, mais de continuer à être ami avec la personne en faisant le pari qu'en fait, tu vas pas être amoureux de cette personne-là toujours et que tes sentiments vont passer quoi et que ça va se transformer dans une bonne amitié. Oui, et je pense que c'est vrai, je voudrais juste dire que quand tu dis on est maître de ses sentiments, je pense que si tu n'arrives pas à être maître tout seul, c'est que tu dois aller discuter avec la personne. Genre, t'es maître pas que en étant tout seul, toi, ou avec, en essayant de rationaliser, ou en essayant de rationaliser par l'émotionnel, ou je ne sais quoi, mais t'es maître en allant voir l'autre et en lui parlant de tes sentiments. Tout ça, ça va t'aider à rationaliser. Enfin, tu peux pas rationaliser tout seul, peut-être. Ça nous fait une jolie transition pour la question suivante qui a alimenté énormément de nos discussions de la semaine dernière. Amitié fille-gars. Déjà, je vais changer, je vais mettre amitié homme-femme, utopie ou réalité. Moi, je pense que vraiment, après toutes les discussions qu'on a eues ensemble la semaine dernière, je crois que je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, on peut pas répondre à cette question, que ça dépend des gens. Non, mais que tu peux Ouais. pas dire c'est toujours possible ou c'est jamais possible. En fait, en vrai, ça dépend de 1000 trucs. Ça dépend de qui tu es, de qui est l'ami en face, ça dépend de ton éducation, ça dépend de qu'est-ce que tu définis comme amitié. En fait, je pense que c'est hyper compliqué, voire même pas bien, pas sain d'être dogmatique sur cette question. Mais Je suis on a d'accord. peut-être quand même des trucs à dire, mais je pense vraiment Oui. c'est le moi j'avais des idées relativement arrêtées avant notre discussion, pas très arrêtées, mais quand même relativement. Et je pense que toute notre discussion m'a fait comprendre en fait, il y a tellement de facteurs. Je pourrais dire dans ma vie si oui ou non c'est une bonne idée, mais je pourrais parler que de ma vie quoi, avec qui je suis, avec mon éducation, etc. Mais je pourrais pas du tout parler pour tous les hommes ou toutes les femmes de la terre. Je vais utiliser une phrase que j'ai écoutée dans un épisode sur un autre sujet. C'est pas une question de moralité, genre, c'est pas Dieu qui dit c'est bien ou c'est pas bien. C'est une question de maturité. Et c'est pas une question de moralité, et donc on va pas répondre à la question de moralité parce que dans la Bible, c'était pas trop la mode des amitiés hommes-femmes à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et pour autant, Jésus était très proche de certaines Non, c'est femmes vrai, c'est vrai, c'est et vrai. ça avait l'air de bien se passer quoi. Bon après c'est Jésus, Ouais. mais je veux dire, on n'est pas complètement. Je lisais Philippiens 4 là pour mon église dimanche et Paul il parle de deux femmes, Évodie et Syntyche, qui ont été ses proches collaboratrices. Alors proches collaboratrices, ça ne veut pas dire meilleures potes, mais ça veut quand même dire qu'il a passé du temps avec elles, lui-même Ouais. étant célibataire, elle peut-être étant mariée, on ne sait pas. Donc je pense on peut pas. Encore une fois, ça dépend ce que tu appelles amitié. Ça dépend aussi vraiment ce que tu appelles amitié. Et peut-être aussi qu'on peut dire si l'amitié homme-femme c'est possible selon les personnes et puis selon les saisons de vie aussi. C'est peut-être complètement différent. Et de toute façon, on le voit, moi j'ai l'impression que y a un âge où tu ne te poses même pas cette question en fait. Tes copains ou copines avec qui tu veux, ça devient une question quand les hormones entrent en jeu en fait, j'ai l'impression, si on parle clairement. C'est Mm. ça, et puis après j'ai l'impression quand même que la question avec les années, enfin peut-être pas dans notre saison de vie, mais moi j'ai l'impression que les gens de 60 ans ils se posent plus tellement la question, C'est clair. qui se prennent plus la tête avec ça, parce que peut-être leurs hormones se sont calmées, je sais rien, et peut-être pas, mais j'ai l'impression que... Je pense qu'il y a aussi des saisons de vie qui rendent ça plus ou moins compliqué, ou très simple.
J'ai l'impression que ça peut être les deux. Moi, je suis plutôt... mais c'est pareil, dans nos discussions m'ont fait réfléchir, mais je suis plutôt team c'est possible. Mais c'est possible que cette amitié prenne fin. Ouais, comme toutes les autres en fait. Ouais. Comme les amitiés avec les filles. Mais ouais. Moi aussi, je suis team, c'est possible. Avec la petite nuance que en fait, il y a des chances qu'à un moment donné, un des deux, si les deux sont célibataires, il y a des chances qu'à un moment donné, un des deux se pose des questions et se demande si en fait, il n'y a pas plus que de l'amitié. Mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Pour moi, c'est pas une raison de fuir l'amitié en fait. C'est comme ça qu'on se met en couple, on est amis. Puis après, on se dit tiens, peut-être je voudrais être plus qu'amis. Et puis après, on est plus qu'amis. Donc c'est vrai que moi, ça m'effraie pas du tout l'idée que les personnes commencent dans l'amitié et puis qu'après l'amitié devienne ambiguë. Ben c'est pas grave en fait. Si jamais les deux sont d'accord, eh ben, c'est trop cool, ça fait une jolie histoire à raconter. Et si jamais il y en a un des deux qui est pas d'accord, eh ben CF la réponse à notre question précédente. Et puis voilà quoi. Moi, je pense qu'il faut aussi, il faut accepter que les relations, c'est des attachements et des détachements permanents et que tu peux pas vouloir dire dans cette relation, je vais dans cette direction sur ces rails et ça doit jamais bouger. Non, en fait, ça bouge quoi, ça bouge tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps discuter et c'est pour ça que donc tu commences une relation avec un gars, vous êtes tous les deux pas intéressés, tu te dis c'est bon, ça va rouler et puis en fait un an après, il y en a un des deux qui change d'avis. Bon bah voilà, est-ce que ça veut dire que vous auriez pas dû être amis? Ben non, en fait. C'est la vie, c'est la vie, ma brave dame. Ça peut bouger dans plein de directions. Je suis désolée, mais je suis en train de penser à mon mari et à moi. On était très amis. Moi, à l'époque, j'étais fiancée avec quelqu'un d'autre. Il est tombé amoureux de moi, parce que ça arrive à peu près à tout le monde qui passe trop de temps avec moi. J'y peux rien, c'est comme ça. Il est tombé amoureux de moi, il me l'a dit parce que quelque part, en toute franchise, quoi, il pouvait plus être un ami proche en étant amoureux de moi, sachant que j'étais fiancée et que moi je lui racontais aussi mes histoires de mon fiancé et de moi. Il m'a dit je peux plus être celui à qui tu racontes ça. Et il a dit je pense qu'il faut qu'on coupe les ponts. Et en plus, moi, j'étais dans un plein de questionnements par rapport à ces fiances-là, et ça et là. Et il m'a dit, moi, je peux pas être celui qui t'écoute et te conseille. Donc, je suis désolée, mais je pense, pour me préserver moi, pour être juste et honnête avec toi, je préfère qu'on coupe les ponts. On a coupé les ponts pendant un moment. Moi, il se trouve que j'ai rompu ces fiançailles-là. Et ensuite, on a retrouvé notre amitié. Et puis ensuite, on s'est mariés. Mais je pense que quand il a mis fin à cette... Enfin, quand il a dit, j'ai besoin qu'on coupe les ponts, moi j'étais un peu deg. Parce que moi j'aimais bien, j'étais la situation de la nana qui, ah mais quand même, moi cette amitié, elle me plaît bien, elle m'apporte plein de choses quoi. Et en fait, ça peut prendre tellement de directions possibles que c'est même dur à un instant. Enfin, ouais, voilà. Et en fait, heureusement qu'on a eu cette amitié aussi. Et je pense que enfin, ce qui m'a frappé dans les discussions qu'on avait la semaine dernière sur ça, c'est qu'en fait, ça montrait quand même un peu le fait de vouloir dire est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas, c'est un peu notre envie de contrôle, quoi. On a envie de contrôler la situation, on veut être sûr. En fait, on contrôle rien, donc arrêtons d'essayer de. Enfin, tu contrôles pas ni ton amitié, ni même ton couple. Tu contrôles pas tes amitiés, que ce soit avec des gens plus vieux, plus jeunes, hommes, femmes et tout. Et il faut être sage dans l'amitié pour pas se retrouver dans des situations où en fait on se dit on aurait pu l'éviter, de se faire souffrir et tout. Et pour autant, en fait, tu sais pas quoi. Donc voilà, maintenant. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a des personnes pour qui ils savent qu'ils se mettent vraiment en danger en étant trop proches avec des personnes de l'autre sexe, ben régler ça avant de commencer à développer des amitiés proches avec des personnes de l'autre sexe, quoi. Parce que le but, c'est pas non plus que vous soyez en souffrance perpétuelle, tu vois. Mais je voudrais plonger là. Je suis interpellée par tout ce que vous dites, merci, parce que vous l'avez pas dit la semaine dernière. Mais donc moi qui suis plutôt team à la base, c'est pas possible et ça n'existe pas. Et j'ai senti que les lignes avaient besoin de bouger. Le constat en fait de ma vie que si je suis célibataire toute ma vie et qu'en fait un jour mon papa va mourir et je n'aurai plus de rapport avec du masculin parce que les amitiés hommes-femmes ce serait pas possible, m'a convaincu qu'il y avait autre chose que c'est pas possible et les garçons et les filles doivent être séparés pour toute la vie, non à la mixité. Je me suis dit ça ne va pas et j'ai besoin de développer des amitiés où je me sens en sécurité. Et en fait moi quand j'avais 18 ans, je le dis, je n'avais aucun numéro de téléphone d'homme enregistré dans mon téléphone sauf des hommes mariés
parce que je me disais, je ne peux pas, en fait, il faut pas que je puisse leur écrire, il faut pas que je puisse leur parler. Ça, c'était moi, ouais, 17 ans, je revois une de mes copines à qui je disais ça, qui était là en mode, mais c'est quoi ton problème? Et donc, en fait, j'étais là, genre, il faut absolument contrôler, il faut absolument que je puisse me protéger. Et donc, tu reviens de loin, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, parce qu'on vient de loin, c'est vrai. Et en fait, quand je réfléchis, j'aime ce que tu dis vous devez rester en sécurité, mais je pense que c'est important aussi de savoir que tu pourras jamais être en sécurité. Genre ta sécurité, elle ne va pas, elle est dans la communication que tu peux avoir dans la relation. Tu peux te sentir en sécurité parce que tu sais que cette personne-là, si tu développes des sentiments ou que la personne développe des sentiments, vous allez pouvoir communiquer parce que c'est un homme sûr ou une femme sûre. Mais tu peux pas, ultimement, ta sécurité, tu la trouves en toi-même parce que tu es un être humain construit qui va pas s'effondrer si jamais cette relation s'arrête ou que tu développes des sentiments et que c'est pas réciproque. Et je trouve que ça aide parce que c'est clair qu'on peut pas contrôler, même en supprimant tous les hommes de son répertoire, on peut quand même avoir mal et pas être épanoui dans sa relation. Donc, même si tu refuses l'amitié, en fait, tu es forcément en relation. Et moi, je dirais que la clé, elle est vraiment dans la relation, en fait, et dans la communication. Mais si je pouvais parler à Sophie, 18 ans, je lui dirais, OK, c'est la saison où tu as besoin de te protéger. Mais en fait, laisse-toi la possibilité de changer d'avis. Et je pense que la Sophie dans 10 ans me dira la même chose, genre, laisse-toi la possibilité de changer d'avis, tu verras, tu seras pas la même dans 10 ans. Et donc, enfin ouais, c'est ce que vous disiez, ça dépend des saisons de vie et tout, et il faut qu'on se laisse la possibilité de changer d'avis, et on doit laisser aux amis la possibilité de changer d'avis aussi. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est toi qui as senti qu'il fallait que les lignes bougent. C'est pas quelqu'un qui t'a dit du haut de la chair, bon, maintenant Sophie, tu vois. Alors peut-être il y a peut-être des personnes qui t'ont dit des trucs, mais moi après en tant que personne qui travaille avec les étudiantes, je suis vachement attentive au fait de pas dire à une jeune fille pour qui ça pourrait être un piège, bon allez c'est bon, sois pas si coincée, décoince-toi un peu, va parler, tu vois. Et en fait tu te retrouves à leur faire violence finalement. Ouais. Et j'aime bien dans ton histoire qu'en fait, c'est toi à un moment donné qui as senti, avec des choses que tu as entendues et avec aussi Dieu qui te parle, qu'en fait, il fallait que tu remettes en question ce truc-là dans ta vie. Et je pense que c'est hyper sain. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et c'est ce que je disais, si on est trop dogmatique sur cette question-là, on risque de dire à des personnes ouh là là, ouh là là, ouh là là, je suis pote avec quelqu'un du sexe opposé, je suis en train de pécher. Alors qu'en fait, non. Enfin, Ouais. voilà. Ou alors à dire à des gens ouh là là, ouh là là, ouh là là, il faut que je me force et en fait à les mettre dans des situations qui sont pas saines. Enfin, moi, de manière générale, je suis toujours un peu attentive au fait de pas ajouter des fardeaux sur les gens. Chacun a son cheminement et toi, tu voudrais dire ça à la jeune fille de 18 ans, mais c'était maintenant en fait que tu étais prête à bouger et c'est maintenant que tu es prête à bouger et du coup peut-être il y a 5 ans eh ben, ça aurait été complètement catastrophique que tu essaies de bouger. Enfin, moi j'ai tendance un petit peu à me dire le timing de Dieu il est bon et donc faire attention à pas ajouter des fardeaux aux gens sur cette question-là, mais j'aime bien ta formulation de dire ok vivez ce qui vous fait sentir en sécurité maintenant, mais acceptez que les lignes vont bouger et acceptez de changer d'avis sur cette question. Parce qu'il y a des saisons de vie, parce que la vie c'est compliqué, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est là où je trouve qu'elle est utile cette conversation, parce que je pense que pour certaines personnes, tu vois, moi je suis contente qu'on ait eu cette discussion parce que je me rendais pas forcément compte à quel point ça pouvait même être un sujet. Donc je trouve que c'est hyper utile d'en parler, tu vois, et justement de nous éviter en parlant, d'être du genre à taper dans l'épaule et à dire mais de toute façon il n'y a pas de problème, tu vois, enfin c'est super simple. Et donc voilà, juste pour vous rassurer sur le fait que quand même on est fort utile dans notre... On ne sait pas si ce sera utile à d'autres qu'à nous trois, mais au moins c'est hyper utile à nous trois, ce qui est déjà un bon début. Oui, et c'est utile de savoir que les gens avec qui on est en relation, ils peuvent pas imaginer ce qu'ils vivent, quoi. Tu peux pas imaginer tes amis si c'est compliqué pour eux ou pas. Et genre, moi, je pense que quand j'avais 18 ans, ça se voyait pas que c'était un sujet. D'autres choses à dire sur l'amitié homme-femme? Non, Bon courage. Bon courage, ouais, voilà. Ouais. Et ne soyons pas égoïstes et ne soyons pas dans le contrôle. Voilà, pour résumer.
Transition, comment savoir si une relation amicale est toxique? Moi, cette question, elle m'interpelle parce que je trouve que ces dernières années, on a beaucoup parlé de la toxicité dans les relations. Peut-être que certaines relations toxiques, on les a arrêtées avant qu'elles deviennent vraiment des amitiés, mais je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a plaqué toxique sur énormément de relations qui ne sont peut-être pas toxiques, mais difficiles. Et je trouve qu'il y a une différence entre difficile et toxique. Ouais, mais même c'est pire que ça. Je pense des fois, enfin, sur les réseaux sociaux, tu sais, tu vois tous les trucs d'épanouissement personnel qui circulent là et des fois, en fait, ce qu'ils appellent toxique, c'est juste une relation où en fait la personne, elle a un peu besoin de toi, quoi. Et donc c'est non, mais c'est vrai et c'est des trucs Mm. genre: «Ah là là, machin, moi je suis toujours là pour les gens, il y a jamais personne là pour moi». Alors toutes les personnes qui pensent qu'elles sont le centre du monde et t'expliquent à quel point, «J'en ai marre, on prend jamais soin de moi», enfin enfin tu as envie de dire: «OK, non, mais si on prend jamais soin de toi, peut-être en effet que tu changes d'amis», mais comme on disait qu'il y a des saisons, il y a des saisons où c'est toi qui vas plus donner, il y a des saisons où c'est toi qui vas plus recevoir et si dès qu'une personne est plus en état psychologique, émotionnel, d'être à la hauteur de tes attentes, tu lui mets le label toxique, bah, bon courage en fait, enfin, tu vas passer ton temps à nouer des amitiés et à les avorter au bout de 3 ans, enfin je veux dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas vraiment des relations toxiques, ça veut dire que des fois on met le mot toxique sur une réalité où en fait, tu la trouves toxique parce que tu es qu'un sale égoïste quoi. Pour Et des revenir fois, on dit toxique comme si c'était que l'autre qui rendait la relation toxique. Mais en vrai, toxique, c'est parce que tu es dedans aussi. Enfin, je veux dire, Ouais. moi, si je regarde les relations toxiques dans ma vie, c'est moi qui n'ai pas posé mes limites. Et c'est devenu toxique parce que l'autre avait besoin que je pose mes limites et je ne l'ai pas fait. Et je me suis fait embarquer dans des trucs pas cool. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'adulte qui essaye d'être responsable et ben je peux me dire, ouais, en fait, c'est devenu toxique parce que la personne n'a pas respecté ses propres limites et les miennes, et moi, j'ai pas imposé mes limites. C'est intéressant parce que du coup, j'ai l'impression qu'il peut y avoir les deux. Il peut y avoir quelques personnes qui sont toxiques et peut-être qu'elles sont très rares et il faut pas y projeter, comme tu disais Marion, tous ceux qui à un moment donné ont besoin de nous et qui sont plus dans une... Parce qu'il y a aussi des saisons voilà, où c'est plus, ça donne plus dans un sens que dans l'autre et des relations qui peuvent être toxiques. Et là, en fait, une relation qui est toxique, selon la relation, il y a certains cas où ça peut aussi être... je sais pas si on peut dire purifié, c'est peut-être pas le terme pour dire ça, mais Assaini. aussi réhabilité ou assaini, ouais, c'est ça le mot que je cherchais peut-être. Merci Sophie. Et il y a des relations à quitter tout simplement, mais il y a aussi peut-être des contextes où il y a c'est pas tellement que c'est toxique, qu'il y a des limites à poser et des choses à rediscuter. Donc je pense que peut-être qu'un démarrage, c'est essayer de débroussailler tout ça, d'essayer d'identifier est-ce que c'est une personne qui est particulièrement toxique et que moi je ne suis pas en capacité d'aider, parce que ça existe, et qu'il faut reconnaître ses limites. Est-ce que c'est une relation où on n'a pas mis les bonnes barrières et du coup ça nous étouffe ou ça nous fait du mal, mais c'est réhabilitable? Ou est-ce que c'est une relation à délaisser? Ou est-ce que juste je suis un gros égoïste? mais C'est vrai. j'aime bien le fait de commencer par cette question. Est-ce que c'est la personne qui est toxique ou est-ce que c'est la relation? Parce que si c'est la personne qui est toxique et je pense, je suis d'accord avec toi, c'est relativement rare quand même les gens toxiques. Enfin, voilà, il y en a, hein, mais voilà, si la personne est toxique, bah là, la question elle se pose pas, tu fuis. Mais si la relation est toxique, une relation, ça se change, quoi. Si on discute, si les 2 sont d'accord qu'en fait ça va pas et qu'il faut changer, tu pas obligé de laisser tomber la relation. Tu peux aussi faire des efforts pour l'assainir et en faire quelque chose de mieux, quoi. Mais après, je dirais que pour moi, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est toxique ou pas, c'est pas tellement le fait qu'à un moment donné, ça aille plus dans un sens que de l'autre, que dans l'autre. Ce serait s'il y avait un petit côté d'une personne qui serait supérieure et l'autre traité comme inférieur. Ça m'interrogerait. Et ça, c'est pas forcément lié au fait de donner ou pas, c'est une façon de considérer l'autre. Et c'est là où on est du coup à l'opposé de ce qu'on parlait tout à l'heure, les amitiés qui honorent Dieu, où on voit l'autre comme plus important que nous-mêmes, où on a envie de le faire passer devant, bah, une relation qui écrase. Ça m'interpellerait vachement. Ouais. Et j'allais dire quelque chose qui ressemble un peu, mais juste dit un petit peu différemment. Si c'est une relation qui, en fait, brise ton estime de toi, plutôt que de la monter, c'est qu'il y a un problème. Il y a des fois, voilà, il y a des fois des personnes qui se construisent en brillant et qui brillent en ternissant tous les autres, consciemment ou inconsciemment.
Et je trouve que si c'est une amitié en effet complètement inégale, où en fait à chaque fois que tu es avec cet ami, tu te dis: «Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle à côté de lui qui est si grand, si beau, si machin, si truc». Hem, peut-être qu'il y a un truc à changer dans la relation. Peut-être c'est le regard que tu as sur cette personne qui doit changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y aurait quelque chose en effet d'un peu craignos, quoi. J'ai des pensées qui passent dans ma tête et j'arrive pas à les choper. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que peut-être dans cette société où on a tendance à se victimiser peut-être un peu parce que on n'a pas assez de, on a beaucoup trop d'impunité et on a l'impression qu'il faut qu'on se fasse justice soi-même en se positionnant en victime parce qu'il n'y a pas assez de justice extérieure. C'est mon interprétation de pourquoi on est dans une société de victimisation. Super Mais on peut intéressant. considérer que nos amitiés, enfin par exemple la semaine dernière, vous m'avez toutes les deux dit des trucs qui m'ont confronté à des choses que j'ai faites ou que j'ai dites qui n'étaient pas justes. Et si j'étais là en mode ah mais Marjolaine et Marion elles sont vraiment genre c'est qui ces meufs et tout, elles se placent en position de supériorité, c'est toxique. Je pense que c'est possible que tu te dises que enfin vous ne vous êtes pas mise en supériorité, le fait de m'avoir confronté à des erreurs que j'ai dites ou des choix de vie ou je sais pas des questionnements qui étaient faux. Vous m'avez dit la vérité de ce que vous voyez et vous l'avez dit avec amour ou avec, enfin voilà, il y avait un cadre pour le dire. Et aussi, je vous ai donné la permission de me le dire parce que je me suis vulnérabilisée. Mais j'ai peur que, avec cette société de victimisation, on soit arrivé au stade où on peut plus rien se dire dans nos amitiés, Mmh. dans la vérité, de confronter l'autre à ses problèmes, à ses mauvaises manières de faire. Et en fait, parfois, les gens utilisent le fait de dire tu t'es mal comporté et donc tu es un gros caca pour nous humilier et se poser en supérieur. Mais moi, je suis très reconnaissante pour mes amitiés où les gens peuvent me dire, là, Sophie, ce que tu fais, ça ne va pas, tu dois te comporter d'une meilleure manière, va questionner ça dans ta vie et tout ça. Et je me construis beaucoup avec ça et parce que les personnes, elles ont un regard bienveillant. Mais je voudrais ouais, juste rappeler que c'est pas parce que la personne elle te confronte à des vérités qui sont difficiles à entendre que c'est une relation toxique. Ça peut l'être, mais c'est pas ça le critère, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord. Et si on reprend ce qu'on disait, tous les trucs sur les réseaux sociaux, version épanouissement personnel, là, il y a beaucoup ça, quoi. Si tu me critiques, si tu es pas d'accord avec moi, je suis comme ça et puis voilà, quoi, et je vais pas changer et puis c'est qui je suis et soit tu me prends comme je suis avec tous mes défauts, soit tu te casses, quoi. Et il y a vraiment cette idée d'une affirmation de soi, et j'aime bien ton interprétation sur pourquoi on est des victimes, mais bon, ce serait notre conversation, je trouve ça hyper intéressant. Mais cette idée un peu de on veut s'affirmer, de manière hyper forte et dans l'affirmation de soi, il y a le refus de la remise en question parce qu'on voit ça comme le fait d'être, voilà, d'être nul et cetera, et qu'en effet, tu peux aussi rapidement, refuser des amitiés. Alors je ne sais pas si tu lui mets le label toxique, mais en tout cas rejeter des amitiés parce que la personne a osé te dire à un moment donné: «En fait, peut-être là ce que tu fais c'est pas top, quoi». Et du coup, de se dire, en fait, c'est bien si quelqu'un te rabaisse systématiquement, tu peux te poser la question, mais si quelqu'un, avec ton autorisation, gentiment et plein d'amour, te fait remarquer que ça ou ça, là, tu as mal agi, moi franchement, je vois pas comment j'aurais pu progresser dans la vie, s'il y avait pas des gens qui étaient C'est venus me clair. voir en me disant: «Tu vu comment tu lui as parlé là? Peut-être tu devrais faire un peu attention». Je vois pas du tout comment enfin, je veux dire, je serais encore pire que ce que je suis maintenant, quoi, donc c'est dire. Et puis du coup là, pour le coup, je trouve qu'il y a aussi une question tout simplement de réciprocité. Est-ce que ces gens à qui on peut dire là peut-être tu as mal fait sont aussi des gens dont on peut accepter ça? Enfin, est-ce que Ouais, c'est ça clair. pour le coup, on accepte cette réciprocité-là, bah ça fait une différence quoi. Tu peux nous dire des choses, Sophie, on accepte. Non, je crois que je vous l'ai dit, hein. En plus. Moi, elle m'a rappelé des grosses boulettes que j'avais. J'ai pensé à ça quand je disais, vous m'avez dit des trucs et j'ai dit, ouais, j'ai aussi balancé sur toi, Marjo. Moi, je dirais, pour résumer cet épisode, si vous avez un truc à dire sur l'amitié, moi, je dirais que pour honorer Dieu, dans l'amitié, il faut communiquer et se vulnérabiliser à la hauteur du niveau d'intimité que tu veux créer dans l'amitié, mais la communication. Je le dis à moi-même, mais tu peux pas vivre tes amitiés que dans ta tête parce qu'il y a une autre personne qui est hors de ta tête. Voilà. Et moi, je dirais, bah, c'est toujours la question de considérer les intérêts de l'autre. Alors dans la communication, dans la discussion et cetera, mais de considérer les intérêts de l'autre avant tes intérêts à toi. Alors évidemment, il faut que ce soit réciproque et je pense que la réciprocité, c'est hyper important. Mais je pense que si tu
tu te câbles en disant l'amitié, en fait, c'est pas pour moi, mais c'est pour l'autre. Comme le couple, hein, en fait, et comme devraient l'être toutes les relations, parents-enfants, etc. C'est pas pour moi, mais c'est pour l'autre. Ça va éclairer d'une façon différente toutes les discussions que vous allez avoir et tous les choix que tu vas faire, quoi. Et moi j'ai envie de dire que en fait cette discussion ça me fait réfléchir en fait que l'amitié ça se vit les mains ouvertes dans le sens c'est quelque chose qui donne et qui reçoit donc les mains ouvertes aussi pour recevoir et qui est prêt aussi à accepter que des choses viennent et s'en aillent et que ça se vit pas en se cramponnant mais ouverte à ce qu'il y a à vivre. C'est très beau ce que tu dis, Marjolaine. C'est magnifique. Merci pour cet épisode sur l'amitié. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les fréquentations, le mariage, tout ça. Cordialement.